Il y a un paradoxe Zola. Auteur archi-connu, il est aussi un auteur méconnu. Les préjugés en ce qui le concerne sont tenaces. Quand on a dit « c'est du Zola », on croit avoir tout dit. Zola, ce serait un romancier misérabiliste, un romancier manichéen, qui se complaît dans l'abjection et l'ordure des mots crus. Le nom de Zola, au temps de Françoise Dolto, né en 1908, était même devenu un nom commun. Lorsqu'on lui disait « va chercher ton Zola », elle allait tout bêtement chercher son pot de chambre. La France profonde, catholique, nationaliste, raciste et anti-dreyfusarde, n'avait pas pardonné à Zola l'italien d'avoir écrit « J'accuse », d'avoir sali l'armée française pour défendre un officier juif au nom de la vérité et de la justice. Malgré les honneurs que lui a rendus la République en transférant sa dépouille au Panthéon après des débats houleux, Zola, mis à l'index par l'Église en 1894, est resté longtemps en marge de l'université et de l'école. S'il a été inscrit au programme de l'agrégation en 1954, 2 ans après le cinquantenaire de sa mort, il a fallu attendre 1987 pour qu'il soit à nouveau proposé au concours avec la Curée, puis 1994 pour qu'il le soit avec l'Assommoir. Quant au lycée, il ne lui a fait une place que tardivement et du bout des lèvres. 4 extraits seulement dans le Lagarde et Michard, le manuel le plus répandu dans le secondaire jusqu'à la fin des années 80, 3 pages de l'Assommoir, 1 page de Germinal. Henri Mitran, spécialiste du romancier, réparera en partie cette injustice en 1989 dans son manuel des éditions Nathan. Largement méprisé par l'institution, Zola est longtemps resté cantonné au programme des collèges, comme si son œuvre, par sa simplicité grossière, bien adaptée à la fonction subalterne des apprentissages, était indigne du panthéon littéraire. Car Zola est paradoxalement un auteur scolaire, qui fournit aux pédagogues un vivier de morceaux choisis. L'élève y découvre les procédés qu'il pourra utiliser ensuite dans l'analyse rhétorique des auteurs consacrés, étudiés dans le secondaire et le supérieur, mais il a rarement la possibilité de lire une œuvre intégrale. Zola a été retiré des lectures suivies de 3e en 1999 et il a fallu attendre 1995 pour qu'il soit mis au programme d'une classe préparatoire. Ainsi défigurée par les morceaux choisis, savamment expurgée, reléguée au collège où elle devient un simple outil pédagogique, l'œuvre de Zola reste ignorée dans sa complexité et dans sa richesse. C'est précisément cette complexité et cette richesse que nous voudrions restituer ici en élargissant le corpus. Car l'œuvre de Zola forme un gigantesque archipel. Zola n'est pas seulement un romancier, c'est aussi un auteur dramatique, malheureux, un journaliste, un chroniqueur politique, artistique et littéraire, un chef d'école, même s'il s'en défend, et un théoricien. Son œuvre romanesque elle-même est immense. On peut y distinguer grossièrement 4 blocs dans l'ordre chronologique. Ce sont d'abord les œuvres de jeunesse. De 1859 à 1864, Zola écrit les Contes à Ninon, des rêveries sur son enfance provençale, où il commence à se déprendre du romantisme hérité de Musset, de Lamartine ou de Hugo, les poètes qui ont bercé son imaginaire. Vient ensuite un cycle de la femme perverse. La Confession de Claude, un roman autobiographique où il démystifie le rêve de la rédemption de la prostituée par l'amour. Le vœu d'une morte, le roman de la femme fatale, une œuvre maladroite et naïve qu'il reniera plus tard. Thérèse Raquin, le roman de l'adultère et du crime sur lequel nous reviendrons. Madeleine Ferrat, le roman de l'empreinte et de l'emprise, où Madeleine, virilisée par une liaison passée, est hantée à son insu par son ancien amant. Pour faire bouillir la marmite, Zola écrit Les Mystères de Marseille en même temps que Thérèse Raquin. C'est, dit-il, une œuvre de pur métier et de mauvais métier sur la Révolution de 1848. Le roman a cependant 2 intérêts. Un intérêt méthodologique, puisque Zola inaugure le travail d'enquête qui sera le sien dans les Rougon-Macquart, et un intérêt idéologique. Il conçoit déjà les conflits politiques comme des conflits biologiques, voire les conflits de classe comme des conflits de race.
La première esquisse du grand œuvre de Zola remonte à 1868. Ce sera Les Rougon-Macquart, une histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. 25 ans de travail, 20 romans, dont la publication dans la presse puis en volume s'échelonnera de 1870 à 1893. Ils constitueront l'essentiel de nos références. Les voici dans l'ordre de l'édition en librairie. La fortune des Rougon paraît en pleine tempête historique. Le feuilleton, qui débute en juin 1870 dans Le Siècle, quelques semaines avant la déclaration de guerre, est interrompu en août à cause des événements. Il reprend le 18 mars 1871, alors que commence la Commune. Il ne paraîtra en volume qu'en octobre. C'est le roman des origines, celle de la famille et de l'ancêtre commune, celle de l'Empire et du coup d'État. La Curée, le roman de l'osmanisation et de la spéculation immobilière. Le ventre de Paris, le roman des Halles et de la dictature policière. La conquête de Plassans, le roman des intrigues politico-religieuses et de la folie mystique. La faute de l'abbé Mouret, le roman de la nature et de son contraire, l'aliénation religieuse. Son Excellence Eugène Rougon, le roman du pouvoir, de l'empire autoritaire à l'empire libéral. L'Assommoir, le roman des blanchisseuses, des ouvriers de métier et de l'alcoolisme. Une page d'amour, le roman des horizons de Paris et des ruses de l'inconscient. Nana, le roman de la prostitution. Paubouille, le roman des turpitudes bourgeoises. Au bonheur des dames, le roman du grand magasin. La joie de vivre, le roman du pessimisme fin de siècle et de la mer. Germinal, le roman de la mine et du socialisme. L'œuvre, le roman de la bataille impressionniste. La terre, le roman des mentalités paysannes. Le rêve, le roman des illusions virginales à l'ombre d'une cathédrale. La bête humaine, le roman des gares et de la pulsion meurtrière. L'argent, le roman de la spéculation boursière. La débâcle, le roman de la guerre de 1870 et de la Commune. Le docteur Pascal, le retour réflexif du romancier sur le cycle tout entier. À peine a-t-il terminé son œuvre majeure que Zola entame un nouveau cycle. Ce sera les trois villes, Lourdes, Rome, Paris, l'année de J'accuse, trois monographies violemment anticléricales, écrites alors que l'on assiste à un retour offensif du religieux sur la scène politique et culturelle. Viennent ensuite les évangiles, fécondité, travail, vérité, publiés de manière posthume, justice, laissés à l'état d'ébauche après la mort de l'écrivain, probablement assassiné. Cette Bible des valeurs laïques, républicaines et progressistes annonce la fin de l'exploitation capitaliste et la réconciliation des classes, l'émancipation des femmes par l'éducation et celle des peuples colonisés par la science, l'avènement de la liberté et de la paix mondiale. L'œuvre de Zola s'achève donc sur l'utopie. Elle avait commencé, à la fin du Second Empire, par la volonté positiviste de repenser la fiction romanesque à la lumière de la science. Nous allons le voir, Zola convoque toutes les sciences de son temps sur le berceau du roman naturaliste. Les mathématiques, la physique, la chimie, la physiologie et les sciences balbutiantes de l'hérédité, la psychiatrie naissante, l'histoire, la sociologie et même l'ethnologie, sans jamais cesser de revendiquer hautement le parrainage de l'art. Ce qu'il entreprend, c'est, dira-t-il, une œuvre d'étude et d'art, ou une œuvre d'art et de science. Le mot art ici n'est pas choisi au hasard. Pourquoi pas une œuvre littéraire et scientifique? Lorsqu'il parle d'art, c'est d'abord à la peinture que pense Zola. Ami de Cézanne, défenseur passionné de Manet, de Monet et de tous les artistes refusés par les professeurs de l'école des beaux-arts, le romancier puise à la source vivante de la révolution impressionniste, à laquelle il a prêté main forte, pour inventer une forme totalement inédite de la description. Nous vous proposons donc de voir comment s'articulent modèle scientifique et inspiration artistique dans les romans d'Émile Zola. Nous y consacrerons les 2 premiers volets du cycle, à raison de 2 séances pour les sciences et de 2 séances pour les arts, avant d'interroger, dans une dernière séance,
quelques-unes des implications idéologiques de son projet littéraire. Notre première séance concerne les modèles scientifiques du naturalisme.